Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille de Butchar, au nord-est de l'Inde, les 22 et 23 octobre 1764, qui voit une armée de la Compagnie des Britanniques des Indes orientales dirigée par Hector Munro remporter la victoire contre les forces combinées du Nawab d'Awad, du Nawab du Bengale et de l'empereur moghol Shah Alam II. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Butchar? Venez avec moi. La Compagnie des Indes orientales avait été fondée en 1600 et au milieu du XVIIIe siècle, elle profitait de son monopole commercial en Inde pour rendre ses actionnaires immensément riches. La compagnie était en fait le bras colonial du gouvernement britannique en Inde, mais elle protégeait ses intérêts en utilisant sa propre armée privée et en engageant des troupes de l'armée régulière britannique. Dans les années 1750, la compagnie souhaitait étendre son réseau commercial et commencer à exercer un contrôle territorial plus actif sur le sous-continent indien. Robert Clive remporte une célèbre victoire contre le souverain du Bengale, le Nawab Siraj Ub Doula, à la bataille de Plessey en juin 1757. Le Nawab fut remplacé par un dirigeant fantoche. L'énorme trésor de l'État fut confisqué et l'exploitation systématique des ressources et de la population du Bengale commence. Clive fut nommé gouverneur du Bengale en février 1758 et pour la deuxième fois en 1764, il était temps pour un nouveau nom britannique d'occuper le devant de la scène coloniale, celui du major Hector Munro. La Compagnie des Indes orientales fut confrontée à une alliance combinée de trois puissants États. Tout d'abord, il y avait l'Adwad, un État situé dans la région du Gange moyen, dans le nord de l'Inde, gouverné de manière autonome par des Nawabs, sous la suzeraineté nominale de l'Empire moghol. La capitale de l'Awad était Lucknow, connue pour sa belle architecture. L'État était riche et le Nawab était Shujā-ud-Dawla, 1754-1775. Le second allié, l'ancien Nawab du Bengale, Mir Kazim, était désireux de résister aux pressions exercées par les Britanniques pour accorder des privilèges commerciaux à la fois à la compagnie et aux particuliers. Lorsque la Compagnie des Indes remplace Kazim en tant que Nawab par son propre beau-père, Kazim fut obligé de réagir de manière décisive. Depuis 1760, Kazim régnait sur cette région immensément riche du nord-est de l'Inde et veut récupérer son territoire. Le troisième membre de l'alliance était l'empereur moghol Shah Alam II. Basé à Delhi, l'empereur n'intervenait généralement pas directement dans les différends entre les compagnies et les États vassaux. Mais il était désormais déterminé à mieux contrôler le Bengale et à ne pas les laisser aux mains des Britanniques, qui menacent son pouvoir. Le grand moghol, après avoir échoué à prendre Penta, rassemble une armée bien entraînée et marche vers l'est du continent. Son commandant d'infanterie était le français Jean-Baptiste Gentil. Les armées dirigées par Shujā-ud-Dawla et Mir Kazim rejoignent l'empereur en cours de route. La force totale pouvait avoir compté environ 50 000 hommes. L'armée marche par un temps de mousson précoce et Shah Alam II ordonne de camper près du fort de Butchar, à la frontière entre l'Awad et le Bengale. La position était bonne, protégée sur sa gauche par le Gange, sur sa droite par le Torah Nala et devant par des remblais. L'empereur moghol décide d'attendre la mousson avant de se rendre au Bengale. Lorsque la nouvelle de cette immense armée parvient au quartier général de la Compagnie des Indes, une réponse fut immédiatement organisée. Le major Hector Munro fut choisi pour diriger une armée pour affronter la Triple Alliance. Contrairement à l'approche de la Compagnie orientale en matière de guerre, Munro était loin d'avoir les mêmes effectifs que l'opposition, à peine 4200 hommes, dont 3000 sipahs ou troupes indiennes, selon certains historiens, ou environ 900 Européens, 7000 sipahs selon d'autres. Munro dispose également d'un groupe de cavaliers de 1000 hommes. En infériorité numérique, les Britanniques disposent en réalité de deux atouts. Tout d'abord, Shah Alam II avait perdu son temps en vivant dans la facilité et en se divertissant dans son camp de Butchar, laissant ses hommes devenir oisifs et inaptes. Et ceux-ci, à leur tour, laissent leurs équipements se dégrader. Le deuxième avantage était Munro en personne. L'historien Dalfrib décrit le major comme l'un des officiers britanniques les plus efficaces en Inde, un Highlander écossais de 38 ans, fringant, à la tête froide, mais totalement impitoyable. Par-dessus tout, l'accent est mis par le major sur la discipline, le respect des ordres et le maintien de la formation, même dans le chaos de la bataille. Différence entre les deux camps
qui fera pencher la balance. Munro quitte Bankipur le 9 octobre et se dirige vers Butchar où il arrive le 22 octobre. L'officier français presse l'empereur moghol de prendre immédiatement l'initiative lorsque l'armée britannique arrive près de Butchar. Le français plaide, maintenant que les Anglais ne sont pas encore mis en ordre de bataille, maintenant que les barges ne sont pas encore rangées le long du fleuve pour décharger leurs armes et leur matériel militaire. Maintenant qu'ils sont tous occupés à dresser leurs tentes, c'est maintenant qu'il faut attaquer. L'empereur ne suit pas ce conseil et se contente d'envoyer son trésor et ses femmes en sécurité. Il est possible que l'empereur moghol ait initialement prévu de rester sur place et de mener une bataille défensive, mais en réalisant la petite taille de l'armée britannique à laquelle il était confronté, il ordonne une attaque juste après l'aube. À ce moment-là, Munro avait déjà organisé ses troupes et il commence le barrage d'artillerie habituel. Toujours est-il, l'empereur ordonne à sa cavalerie de charger l'ennemi en quittant les murs protecteurs de leur camp pour traverser le champ de bataille. L'empereur ordonne également à sa propre artillerie de tirer sur l'ennemi. Les canons indiens étant plus gros et pouvaient tirer des charges plus lourdes, mais les 20 pièces britanniques avaient l'avantage crucial d'être plus mobiles, ce qui permit à Munro de les placer là où ils étaient les plus nécessaires au fur et à mesure de l'évolution de la bataille. Les artilleurs anglais, mieux entraînés, étaient également capables de tirer plus d'obus que leurs adversaires. La progression de la cavalerie indienne est désormais entravée par les marais qui séparaient les deux armées. Les cavaleries naga et afghanes de l'empereur moghol contournent le marais et attaquent les positions britanniques par l'arrière. Les réserves de la compagnie, qui n'auraient normalement été utilisées qu'à la fin de la bataille, firent face à la cavalerie par nécessité. Les cavaliers indiens commirent alors l'erreur de ne pas pousser leur avantage et de se concentrer sur la capture du camp britannique et de ses réserves, y compris la trésorerie et les caisses de munitions. Lors du pillage qui s'ensuit, les cavaleries indiennes et afghanes ne prennent plus part à la bataille. Avec leur ligne arrière exposée et obligés de se défendre contre la cavalerie en maraude, avec un certain nombre de leurs compatriotes déjà capturés, et avec tous ceux qui restaient encore sous le feu de l'artillerie indienne, c'est à ce moment que la célèbre insistance de Munro sur la discipline prend tout son sens. Les troupes anglaises, y compris les unités de Sipahi, maintiennent de manière cruciale leur formation carrée défensive. Même lorsque la situation semblait si désespérée que l'empereur était convaincu d'avoir déjà gagné la bataille, Munro ordonne aux barges de se rassembler pour emmener les hommes en retraite de l'autre côté de la rivière. Mais dans le temps qu'il a fallu pour exécuter cet ordre, il devient clair que le major que la cavalerie indienne, entièrement occupée à piller, lui offrait une occasion en or de contre-attaquer. Munro rassemble ses hommes et attaque à force le flanc gauche de l'armée indienne en utilisant des tirs de mousquet disciplinés et coordonnés. Les Britanniques avancent en colonne et réduisent leurs adversaires à néant. La retraite des hommes, des chameaux, des bœufs et des éléphants fut chaotique. L'empereur moghol s'enfuit en utilisant un pont temporaire de bateaux, tandis que ses fidèles troupes nagas menaient un combat d'arrière-garde courageux mais fatal. Les Indiens en retraite, qui parviennent à atteindre la rivière et à la traverser à gué, furent éliminés par les fusiliers britanniques, si bien que les eaux se couvraient de cadavres. Les pertes furent lourdes des deux côtés. La compagnie déplore environ 850 morts, blessés ou disparus, une proportion inhabituellement élevée. Les pertes de l'empereur moghol comptent peut-être jusqu'à 5000 morts. Comme le veut la tradition, le camp de l'empereur fut pillé. Munro s'empare en outre de quelques 130 canons. Après la bataille, Mir Kazim s'enfuit vers l'ouest. Tchoujar connut la suprématie britannique et le grand Moghol, toujours désireux de soutenir les vainqueurs et non les perdants, passe du côté des Britanniques. Après la victoire, Shah Alam II signe le traité d'Allahabad le 12 août 1765. L'empereur, après une période appropriée pour donner l'impression qu'il faisait un cadeau plutôt qu'une concession imposée à un perdant, accorde à la compagnie le droit perpétuel de percevoir des revenus fonciers au Bengale, au Bihar et à Orissa. Il s'agissait là d'un développement très important, car la compagnie des Indes orientales disposait désormais de vastes ressources pour développer et protéger ses commerçants, ses bases, ses armées et ses navires. En échange de la concession, la compagnie garantit que l'État du Bengale lui verserait une redevance annuelle de 2,6 millions de roupies.
Cependant, le traité avait également stipulé que la compagnie devait recevoir la fantastique somme de 5 millions de roupies pour couvrir les dépenses de la guerre qui venait de s'achever. Contrôlant désormais pleinement le Bengale avec son nouveau Nawab Fantoche, les Britanniques finissent par obliger la Ouad à signer une alliance en 1801. En 1856, la compagnie annexe officiellement l'État. Au début du 19e siècle, la Compagnie des Indes orientales était de loin la force la plus puissante de l'Inde, mais les fondations de ce vaste empire avaient été posées. Comme on l'a vu, la victoire contre toute attente à Butchar permet à la Compagnie des Indes orientales d'obtenir les droits cruciaux de lever des impôts dans diverses régions, ce qui renfloua considérablement les caisses de la compagnie et lui permit de poursuivre ses conquêtes territoriales à travers le sous-continent indien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.